Bonjour, je me présente, je suis Hélène Bervé-Gaillard, vice-présidente de l'Alliance Maladies Rares. Donc, on est heureux de vous accueillir à la session numéro 9, comment l'intelligence artificielle peut apporter des solutions dans les maladies rares. Donc, c'est un vaste sujet qu'on a préparé à trois, avec à ma gauche Olivier Demarque, directeur médical des maladies rares chez Pfizer, et Anne Arat, de l'INSERM et directrice d'Orphanet. Donc, on était de trois univers différents. C'était extrêmement intéressant pour préparer cette session. Donc, sujet vaste. Je dois vous avouer qu'en tant que représentante des usagers, je connaissais peu de choses sur l'intelligence artificielle. Donc, j'y suis allée un petit peu de manière dubitative et j'ai trouvé que c'était absolument passionnant. Ça ouvre des perspectives que je ne soupçonnais pas. Et on a eu la chance d'avoir des intervenants de grande qualité qui nous ont rejoints pour vous faire découvrir, pour ceux qui ne la connaissaient pas comme moi, ce que peut être l'intelligence artificielle et ce que ça pourrait, on va rester au conditionnel puisqu'on va en débattre aujourd'hui, ce que pourrait apporter l'intelligence artificielle aux maladies rares. Je vais passer la parole à Olivier. Merci Hélène, bonjour à toutes et tous. Tout d'abord, on remercie la Fondation Maladies Rares pour l'organisation de ce beau congrès, nos 7 intervenants, car nous aurons 7 intervenants aujourd'hui, et l'ensemble des personnes qui nous suivent et qui suivent depuis hier matin ce congrès qui est cher à la communauté Maladies Rares. Alors Nesrine, c'est vous qui allez commencer. Big Data, intelligence artificielle, machine learning, ça nous transporte dans le futur, mais parfois ça peut aussi générer quelques craintes, quelques peurs. À quoi correspond l'intelligence artificielle en 2021 ? Comment on la définirait ? Est-ce que c'est une opportunité future ou est-ce que c'est une réalité actuelle ? C'est pour sûr une opportunité future, mais c'est déjà une réalité. On n'est pas on est vraiment dans le présent. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, c'est déjà des algorithmes qui tournent dans les établissements de santé, aux mains des professionnels de santé. Et l'intelligence artificielle, pour la définir vraiment très simplement, c'est ce qu'on vit au quotidien, on en parlait juste avant, on utilise Netflix. Voilà, c'est un programme informatique qui apprend à connaître l'humain, qui apprend à nous connaître et à s'adapter et à anticiper aussi nos actes et nos envies parfois. Et dans la santé, c'est un peu la même chose dans le même esprit. L'intelligence artificielle, ça reste un programme informatique qui va venir parfois prédire des maladies. C'est ce qu'on connaît dans le domaine, par exemple, de l'oncologie en cancer du sein, où on peut, en fonction de vos prédispositions génétiques et vos antécédents familiaux, parfois vous sortir un peu une probabilité, une chance de développer la pathologie au cancer du sein, par exemple. C'est ce qu'on connaît aussi dans le diagnostic précoce. Alors, dans la radiologie, je donnais l'exemple de la radiologie parce qu'en imagerie médicale, c'est vraiment le domaine par excellence, en tout cas le premier où l'intelligence artificielle a eu un vrai impact. Par exemple, quand vous utilisez un scanner et que vous générez beaucoup d'images, parce qu'un scanner aujourd'hui génère beaucoup d'images médicales, pour un médecin, c'est très difficile, c'est très lourd à analyser. Et puis, la recherche scientifique et puis les évolutions des pathologies évoluent également. Donc, il y a énormément de publications pour qu'ils puissent en prendre connaissance d'un coup. Donc, détecter très facilement des nodules pulmonaires, par exemple, donc dans une pathologie, ça peut être très compliqué. Et donc, l'intelligence artificielle va lui montrer là où il faut regarder, plus précisément et plus facilement. Donc, c'est le diagnostic précoce. Et puis, le corollaire de tout ça, c'est que ça vient aider le médecin. Alors, c'est vrai que l'intelligence artificielle a été vue beaucoup comme un outil qui peut-être allait remplacer le médecin. Moi, je dirais qu'elle va lui faire gagner du temps et surtout remplacer certaines de ces tâches qui étaient chronophages et qui vont lui donner beaucoup plus de temps humain avec le patient. Donc l'intelligence artificielle, finalement, c'est une construction qui part de l'intelligence collective et qui implique directement le patient. Donc voilà un peu ce que je peux vous dire sur l'intelligence artificielle qui n'est pas du tout quelque chose du futur. Ce n'est pas des robots qui vont nous remplacer et qui vont déshumaniser la santé. C'est pour ça que d'ailleurs la Commission européenne, et puis même dans la loi bioéthique, on parle de garantie humaine. Donc le professionnel de santé restera là, puisque c'est lui qui est responsable, in fine, ce n'est pas l'intelligence artificielle. Et puis, pour construire une intelligence artificielle, on est fait dans un monde qui est bien fait, et on a quand même des étapes. Ce n'est pas du jour au lendemain, je vais écrire un programme pour prédire une pathologie. Donc je pars d'abord d'une question scientifique précise. Qu'est-ce que je veux régler comme problème? Où est-ce que je veux aller pour apporter le plus de suivi ou d'aide ou de diagnostic possible aux patients?
Donc je pose une question scientifique et je définis d'abord la population que je vais viser. C'est à partir de là que je vais construire mon projet d'intelligence artificielle et donc ensuite déterminer quel type de patient, quelle pathologie, quel âge, quel sexe, quelle localisation pour pouvoir ensuite construire mon projet. Et puis l'IA, elle vient d'humain et puis elle vient de data. Donc c'est son carburant. Donc la donnée, elle vient pas de nulle part, elle vient d'abord du patient qui, lui, la fournit. Le médecin vient aussi aider à la produire à travers des comptes rendus, des examens. Et c'est ça qui va actionner l'intelligence artificielle par la suite. Et on ne peut pas utiliser ces données-là n'importe comment. Donc, heureusement, on a des réglementations, parfois qui peuvent paraître comme lourdes, mais une fois maîtrisées, elles permettent d'aller beaucoup plus vite et mieux, puisqu'aujourd'hui, le RGPD, donc le Règlement général sur la protection des données, que tout le monde connaît parce qu'on doit accepter des cookies partout sur les sites web, ça s'applique aussi dans la santé. Et c'est un règlement que les Américains, les Japonais, les Chinois nous envient. Parce qu'on arrivait à mettre de l'éthique dans quelque chose qui explosait complètement et qui était complètement incontrôlable. Donc vous voyez, on ne peut pas parler d'utilisation des données comme on pourrait le faire dans le e-commerce pour la santé. Donc c'est pour ça que c'est important qu'on ait déjà cette régulation-là. Et donc le patient, il est impliqué dès le début, puisque ce sont ses propres données qui sont produites à l'aide du médecin. Et donc on doit l'informer. Donc l'information doit être claire, lisible, transparente. Alors, je suis juriste de formation et donc dans ma société, Docteur Data, c'est notre métier, c'est de pouvoir apporter cette transparence-là et accompagner pour accélérer les projets et pas les freiner. Les juristes ne disent pas toujours non, ils essaient de trouver des solutions. Et donc, parfois, on va chercher le consentement aussi du patient dans certains projets. C'est la loi qui nous oblige. Donc, sans son consentement, on ne fait pas, on n'utilise pas les données. Donc, d'où l'importance de vraiment lui faire comprendre ce que veut faire de ces données personnelles les plus intimes, les données de santé. Ensuite, une fois qu'on a fait ces étapes-là, on va chercher ce qu'on appelle le nouvel or noir, donc les données. Donc les données personnelles, on va les chercher dans les dossiers patients, on va les chercher dans certains essais cliniques qui se sont terminés, on va les chercher parfois directement auprès du patient à travers des formulaires, des questionnaires. Voilà. Donc on va les chercher un peu partout selon le projet. Et puis il faut qu'elles soient de qualité, les données. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup de qualité, c'est-à-dire dans leur exhaustivité, dans leur complétion, et puis aussi dans leur structuration. Souvent, on a beaucoup de PDF. Si je traduis plus littéralement, une intelligence artificielle fonctionne très rarement avec des PDF. Il lui faut des vraies données structurées pour entraîner du coup l'algorithme. Parce que l'intelligence artificielle, avant d'arriver à l'usage aux mains du médecin, il faut l'entraîner. Donc il faut l'éprouver, il faut savoir si elle marche. À combien de pourcents elle arrive à donner une réponse, à combien elle est efficace, à 60, à 80, à 99%. Donc 99%, on est déjà très 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 bien. Et c'est ça qui fait l'efficacité, qui est ensuite validée cliniquement quand même par les médecins. Et puis, cette étape-là, c'est ce qu'on appelle l'évaluation clinique. Et donc, quand moi j'ai fait toutes ces étapes-là de construction, donc de genèse de l'IA, je dois approuver le produit, parce que c'est quand même un produit à la fin, c'est un logiciel qui est fourni, et je dois le marquer CE. Donc CE, c'est vraiment un marquage européen pour prouver qu'il répond à la certification nécessaire de qualité, de sécurité, etc. Et ensuite, je déploie. Donc c'est vrai que le mot déploiement de l'intelligence artificielle, malheureusement, il arrive parfois assez tard, ou en tout cas, il arrive plus tard que ce qu'on veut qu'il arrive, parce que la question scientifique, elle est tout de suite là, le besoin, il est tout de suite là. Mais toutes ces étapes font qu'il y a un travail monstrueux qui est fait entre les entreprises, les médecins, les patients, parfois les associations aussi des usagers qui sont, entre guillemets, fournisseurs de données aussi, qui arrivent à aider sur cette partie-là, qui font qu'on arrive à une intelligence artificielle via cette intelligence collective en premier lieu. Donc je parlais de data. L'IA, une question scientifique, des médecins, des patients, un super programmateur, un super informaticien, c'est bien, sans données, ça ne fait rien du tout. Et donc les données, il faut se préparer dès le début à les collecter, d'une part, et à les stocker quelque part de façon sécurisée, parce que le but, c'est pas de les ouvrir aux pirates ou je ne sais qui va faire un usage malveillant de ces données-là. Donc cette préparation-là commence déjà par une prise de conscience que ces données-là, au moment où je les collecte, où je les utilise, elles doivent servir à quelque chose plus tard, quelque chose de
peut-être beaucoup plus grand, en fait. Prédire des maladies, les diagnostiquer de façon plus rapide. Et c'est vrai que pour faire tourner de lien, on parle de machine learning, etc. On parle de big data. Donc, big data, ça veut dire avoir beaucoup de data quand même, donc en masse. Et dans le domaine des maladies rares, comme son nom l'indique, rares, c'est qu'on est sur des maladies qui ne touchent pas des populations en nombre. Donc on n'a pas non plus un volume de données, par définition, très, très grand. D'où l'importance de jouer sur sa qualité et sa structuration aux normes internationales. Donc, je ne vais pas entrer dans le détail, mais il y a des normes que nos 3 interlocuteurs connaissent sûrement, HL7, FIRE, voilà, des normes internationales qui font qu'aujourd'hui, c'est vrai que quand une entreprise développe une intelligence artificielle, même si l'entreprise est française, elle a vocation à la déployer, et l'intelligence artificielle ne doit pas être discriminante. C'est que si elle a tourné uniquement sur des données de patients à Paris dans le 15e, elle ne vaut pas ailleurs. Il faut qu'elle tourne beaucoup plus. Donc, il faut prendre beaucoup plus de notions d'ethnicité, d'origine, etc., pour qu'elle soit vraiment utilisable, en tout cas, et pas discriminante. Et pour cela, il faut impliquer le patient. Je le disais tout à l'heure. Et c'est vraiment quelque chose que nous, on a vu chez Dr Data, quand on informe des patients sur des data challenges, sur des projets d'IA, qui vont nécessiter la réutilisation de leurs données personnelles. La première des réactions, quand on en a une, parfois on n'en a pas, c'est « mais vous allez faire quoi de mes données ? Elles vont aller chez Google ?» Enfin voilà, je vous le dis très très liminalement, c'est vraiment ça. Et nous, on essaie de rassurer en disant « non, c'est votre clinicien qui participe à un projet avec une entreprise, donc c'est normal qu'il y ait une entreprise. » Voilà, parce que le mot entreprise privée, ça fait peur aussi. Et c'est elle qui va construire avec le médecin l'intelligence artificielle et puis ou alors le projet de recherche pour le mener à bien. Et quand on arrive vraiment à trouver des mots clairs et pas des mots de juriste ou des mots techniques informatiques, on arrive à transmettre l'information et je trouve que c'est très important. Ça peut être une étape parfois un peu, comment dire, qu'on n'a pas envie de passer parce qu'il faut informer les patients. Parfois c'est 500, 1000 patients, 2000 patients. On se dit, je ne vais pas envoyer plein de courriers, je ne vais pas faire... Mais en fait, il y a d'autres outils qui existent pour le faire de façon plus facile. Mais c'est surtout la confiance qu'on crée avec le patient. Parce que si on développe de l'IA sans la confiance du patient, on va avoir beaucoup moins de données. En tout cas, on va avoir des retours de bâton, on va dire, qui ne sont pas du tout positifs, comme retour de bâton. Et donc, c'est ça, je trouve, qui peut, à la fin, faire mal à la belle histoire qui est l'intelligence artificielle. Donc, si on prend le sujet dès le début et on instaure cette confiance, je pense qu'on pourra avoir encore plus de données. Et littéralement, nous, on a vu, quand on a fait des tests, en informant plus clairement avec des vidéos, avec des images, avec du son aussi, les patients en vulgarisant les termes, aucun ne s'est opposé au traitement de ces données. Ils posaient la question en disant comment on peut avoir les résultats ? Où est-ce qu'on peut trouver ce que ça a donné finalement ? Et je trouve ça intéressant. Donc là, je me suis dit, OK, on a gagné quelque chose. Et on peut avancer de plus en plus. Donc les patients, c'est vraiment, pour moi, le premier vecteur, en fait, pour avoir de la donnée avec le médecin. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire sur l'intelligence artificielle. Merci beaucoup, Nesrine. En effet, comme vous l'avez rappelé, vous êtes docteur en droit, vous êtes spécialisée dans le droit de la santé et des nouvelles technologies. Vous êtes cofondatrice ou fondatrice de Dr Data, oui, qui est une société qui est spécialisée, qui accompagne tous les acteurs de santé, publics et privés, dans la protection des données patients et également la valorisation de ces données. Donc vous êtes à la frontière entre la protection et l'innovation. Comme quoi, ce n'est pas antinomique. Ce n'est pas un gros mot, la valorisation, puisque ça donne des beaux projets d'intelligence artificielle. Exactement. Ça fait une bonne transition pour la suite. Nous allons maintenant accueillir nos 3 intervenants pour cette première partie de la table ronde 9. Je vais tout d'abord donner la parole à Cécile Brosset. Alors Cécile Brosset, vous avez un parcours qui est très orienté stratégie et innovation, avec un pendant santé tout au long de votre carrière. Et vous avez fait une rencontre il y a 4 ans avec des chercheurs, des cliniciens qui travaillaient au sein de l'hôpital Necker, enfants malades, et également des mathématiciens de l'école polytechnique. Et cette réflexion, on va dire, collective a donné lieu en 2020 à la création d'une société qui s'appelle Sonio et qui est dédiée à l'accompagnement et au traitement de la santé des femmes et des enfants. Absolument. Merci beaucoup et bonjour à tous.
Donc en effet, le projet Sonio date de 2016, époque où donc mes associés Necker et Polytechnique ont commencé à travailler ensemble sur un projet de recherche. Et effectivement, je remercie Nesrine pour le panorama qu'elle a posé, puisque on a dû passer par toutes ces étapes. Et je voulais insister sur le fait que moi, j'ai rejoint le projet simplement en janvier 2020. Et c'est à l'issue des travaux de recherche qu'on a décidé de créer une entreprise pour justement permettre à cette intelligence de se déployer et d'atteindre son objectif ultime qui est de donner donc un terrain d'application et améliorer du coup des parcours diagnostiques et justement un accès à l'information plus précoce pour pouvoir justement aider les parents au moment de la grossesse. Donc peut-être pour recibler sur ce que fait Sonio, et je vais essayer d'être très comment dire, comme dit Nesrine, extrêmement clair dans les mots que je vais utiliser pour essayer de vulgariser un petit peu toutes ces étapes. Mais effectivement, il a fallu d'abord donc se dire quelle est la problématique qu'on traite, quel est le besoin médical auquel on veut répondre. Et on s'est attaché dans un premier temps à travailler sur les maladies rares que l'on pouvait diagnostiquer en anténatal. Vous savez, le suivi de grossesse se fait régulièrement par échographie. Donc on a 3 échographies de grossesse. Et à tout moment, on peut déceler quelque chose d'inhabituel. Donc, soit on voit une anomalie à l'image d'échographie, soit il y a effectivement un facteur de risque chez la maman ou dans la famille qui va permettre d'attirer l'attention du médecin. Et nous, notre enjeu, c'était comment est-ce qu'on peut sécuriser l'ensemble de ce parcours de soins, l'ensemble de ce parcours de santé en réalité, parce que la grossesse n'est pas une maladie. Donc, comment est-ce qu'on peut sécuriser l'ensemble du parcours de santé et au moment où il y a une pathologie qui est suspectée, comment est-ce qu'on peut finalement accompagner ce parcours diagnostique pour à la fois rassurer les mamans et les familles. Donc, c'est un des premiers enjeux de Sonio, mais aussi accompagner le praticien. Et je rejoins tout à fait ce que dit Nesrine. Notre objectif numéro 1, c'est d'être l'outil compagnon, d'être celui qui sécurise aussi la pratique du médecin pour lui donner plus de temps humain. Et c'est essentiel dans le cas du sujet qu'on traite, puisqu'on est dans le conseil parental. Si on annonce une mauvaise nouvelle à une maman à un moment de sa grossesse, ça peut être catastrophique si c'est un faux positif, donc si en fait il n'y a rien. Il y a des conséquences qui ont été prouvées cliniquement sur les postpartum, etc. Ou alors, pour justement un petit peu donner plus d'informations pour accompagner les parents dans le choix qu'ils vont avoir à prendre, savoir s'il y a une anomalie qui est curable ou non, ou alors arriver dans un cas de maladie rare. Et là, quelque part, l'information qu'on pourra apporter et pouvoir caractériser au mieux cette maladie pour dire est-ce que c'est un handicap mental, physique ou un handicap esthétique, ça va être très très important pour les parents, pour le choix qu'ils vont faire. Donc c'est là où on intervient. Et ce qui est très important, c'est pour ça que j'ai commencé par mettre une slide sur la mission de Sonio, puisque l'intelligence artificielle et l'innovation technologique ne sont que des outils. Ce ne sont que des outils au service de cette amélioration de l'accès à la qualité du soin. Et c'est ça qui nous motive et c'est ça qui nous a donné des ailes pour aller le plus vite possible, mettre entre les mains de médecins et donc à la portée des bénéficiaires une solution. Et là où je dis qu'on a été vite et que c'est un des marqueurs de Sonio, c'est qu'à partir du moment où on a décidé de monter l'entreprise, on a mis 1 an et demi, donc depuis avril 2020, création d'entreprise, à aujourd'hui, pour effectivement compléter, élargir le champ de l'intelligence artificielle. Donc on avait une thèse scientifique qui portait sur 80 syndromes diagnosticables en anténatal, à aujourd'hui plus de 300. Ça correspond à 700 anomalies qu'on est capable donc d'analyser et 300 facteurs de risque qu'on a ajoutés. Donc on a vraiment élargi donc le champ d'application de l'algorithme de Sonio. On en a fait un produit. Donc merci d'avoir aussi amené le terme, puisque ça rejoint un point que je veux faire sur le fait de la nécessaire complémentarité de l'équipe. C'est-à-dire que pendant toute la phase de recherche, il suffisait, entre guillemets, d'avoir des mathématiciens très expérimentés et des médecins experts en médecine fétale. Et ça a été vraiment une chance phénoménal de pouvoir travailler avec Necker, qui est un centre extrêmement riche justement en données et en expérience. Et en même temps, il était absolument indispensable derrière d'avoir une équipe tech, donc qui vient vraiment du digital. Et ça, c'était quelque chose que je voulais absolument amener, aller chercher des gens qui en fait ne connaissent pas la santé,
avec toutes les complexités que ça crée derrière en réglementaire et justement pour pouvoir acquérir ces réflexes de data privacy, de respect des réglementations. Et en même temps, ça apporte quelque chose qui permet, je le montre ici, d'avoir des interfaces qui sont modernes, qui permettent vraiment de s'adapter à un usage pour les médecins, puisque moi, c'était de mes premières, on va dire, un peu sujet de guerre, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut faire pour leur apporter des outils qui sont sympas à utiliser. C'est-à-dire, adieu ces bases de données tellement complexes. Et c'est déjà super d'avoir des bases de données qu'on peut utiliser, comme tu l'as dit, pour structurer la donnée. Mais à un moment, ils ont le droit d'avoir des apps sympas, comme nous, on a sur nos smartphones, quelque part. Donc, c'était très important pour moi d'avoir cette compétence digitale qui permet un usage, puisqu'encore une fois, l'important, c'est que ce soit utilisé pour servir aux bénéficiaires. Et donc, si je reviens sur des choix qu'on a fait, on a fait des choix pour aller très vite et donc en moins d'un an et demi avoir un produit marqué CE donc qui est déjà utilisé par 50 praticiens en France, en Allemagne, en Angleterre, au Luxembourg et on est en train d'aller aux États-Unis. C'est qu'on a fait des choix. On a fait des choix et ça c'est ce qu'apporte le product. Donc la personne qui est dans les équipes tech fait des choix de priorité en fonction des besoins des utilisateurs. Et on a dit on va pas faire papa, maman, on va utiliser un truc que sait bien faire notre algo, donc le diagnostic, donc sur le champ de ce qu'on peut faire en échographie et en anténatal, le diagnostic c'est tout petit. Mais on s'est dit, là, on va apporter beaucoup de valeur clinique. Et là, on peut faire quelque chose qui n'a pas besoin de s'interconnecter avec tous les autres logiciels, ni avec la machine. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui est une barrière à l'entrée pour les sociétés comme nous. C'est que si on commence à se prendre de front l'intégration workflow, comme on dit, donc l'interfaçage de notre logiciel avec tout ce qui existe, c'est très, très compliqué parce qu'il faut devenir l'e-fun avant de pouvoir faire quoi que ce soit d'autre. Donc la question, c'est comment on hack ça ? Comment est-ce qu'on arrive à trouver des biais pour aller plus vite ? Et donc, nous, on a pris, par exemple, on a dit, OK, on ne va pas rentrer tout de suite dans la machine, on va amener une petite tablette qu'on va mettre très simplement à côté de la machine. Comment est-ce qu'on va s'interfacer ? On ne peut pas forcément, aller avoir accès au dossier médical. C'est trop dur pour nous aujourd'hui de se connecter au dossier médical patient. C'est pas grave, on va juste demander 2 ou 3 informations pour pouvoir connaître les facteurs de risque. Et on va faire une interface tellement sympa et tellement light que du coup, les gens vont pouvoir le faire. Ou alors, on va demander justement aux bénéficiaires, dans la salle d'attente, de compléter 2-3 infos via Doctolib. Donc, je pense qu'il y a encore une fois, il faut penser un peu en mode hack si on veut arriver à ces fins. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas adresser demain tout le marché de la grossesse et donc notamment le dépistage et notamment ce que tu as dit, c'est-à-dire des techniques d'IA qui sont un peu plus classiques, qui sont de la détection d'anomalies à partir d'images. Il y a plein de gens qui font déjà ça. Nous, on s'est dit, on va apporter quelque chose d'un peu différent pour l'instant, qui est, on va digérer tout le savoir expert sur les pathologies en anténatal. Et ça, du coup, la donnée était justement disponible grâce à de la littérature scientifique. Donc ça, c'était exceptionnel parce qu'on a pu entraîner notre algorithme sur des données existantes qui étaient disponibles. Et grâce à des bases de données comme Orphanet ou comme OMIM, on arrive à avoir un périmètre. Il nous suffit quelque part de périmétrer à l'anténatal. Et là, on est avec de la curation d'experts, avec justement un travail fin avec les médecins, on est capable déjà de nourrir un algorithme et de l'entraîner sur des données expertes, parce que dans les maladies rares, encore une fois, on aurait pu faire 10 ans de prospectif, on n'aurait toujours pas d'algorithme. Donc ça, c'était un premier hack, je dirais, sur le sujet. Deuxième hack, c'est au moment de la validation clinique. On a fait du rétrospectif, encore une fois. Et là, grâce à Dr Warehouse, dont Nicolas va parler, on a pu avoir aisément accès à de la donnée rétrospective pour pouvoir montrer qu'on avait une performance de 96% en diagnostic anténatal. Donc, je pense que voilà, cette vélocité, il faut aller la chercher. Et je crois que ce qui permet cette vélocité, c'est encore une fois, l'envie de le faire et penser toujours en mode hack et être drivé par les bénéfices qu'on va apporter aux patients. Et je pense aussi qu'il y a un deuxième sujet qui est, encore une fois, la multidisciplinarité. Si on n'a pas les bonnes personnes, si on n'a pas le bon avocat conseil sur la data privacy, si on n'a pas le bon médecin avec la bonne expertise, le mathématicien, le développeur, et derrière le marketing, l'accès, la partie business développement, l'accès au marché, on va avoir beaucoup plus de mal à positionner son produit rapidement. Et voilà, le dernier point que je voulais discuter, c'est du coup à quoi ça sert et qu'est-ce qui drive nos choix. Et je pense que notre sujet, ça a été de dire, mais de quoi ont besoin les médecins et les femmes enceintes ? Et donc, on s'est dit, ils ont besoin d'être sécurisés.
Parce que la médecine fétale et la médecine maternelle et fétale, c'est vraiment une science extrêmement complexe. Il faut réussir à voir en temps réel tout ce qui se passe sur un fœtus avec une technologie, l'échographie, qui doit être temps réel. Enfin, il y a beaucoup de complexité clinique et technique. Donc, il faut qu'on arrive à trouver une capacité à sécuriser les médecins et il faut qu'on arrive à trouver une manière de rassurer les mamans. Moins de faux positifs, moins de faux négatifs. Donc ça a un impact effectivement sur la diminution de l'errance diagnostique. Ça en fait aujourd'hui chez Sonio. On coupe des étapes, soit en préparant mieux le staff, puisqu'on est une espèce de plateforme holistique qui réunit de la donnée échographique, génétique et de la donnée, on va dire, d'historique médical. Et donc, c'est ça aussi, à un moment donné, grâce à la data, on est capable de remettre à un endroit, à un instant T, toute la donnée pertinente pour prendre une décision. Et donc, quelque part, on fait monter en compétence les praticiens. Ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'on les remplace, simplement. C'est comme s'ils étaient tout le temps en staff, quoi. Tout le temps avec des généticiens, des échographistes, des gynécologues experts, des cardiopédiatres, des neuropédiatres, en un même endroit. Donc je pense qu'on a envie, encore une fois, de pousser pour continuer à amener ce genre de valeurs. Et tant qu'on sera, je pense, drivé par le bénéfice qu'on apporte, on pourra faire des choses, encore une fois, simplement et rapidement. Merci beaucoup, Cécile, Merci. pour cette présentation très claire. On va maintenant passer la parole à Nicolas. Alors Nicolas, vous êtes ingénieur de formation, docteur en bioinformatique et en santé publique. Vous avez développé la plateforme Data Science à l'Institut Imagine et vous avez également, même notamment, créé la solution Dr Warehouse et également son déploiement ou la structure, la spin-off qui permet son déploiement, qui est la société Codoc. Oui, bonjour. Donc, je crois que les diapos ne sont pas encore disponibles. C'est les aléas du direct. C'est pas grave. Je vais commencer sans, puis on verra si elles apparaissent. Donc effectivement, moi, donc à l'Institut Imagine, on travaille sur vraiment la recherche translationnelle. C'est-à-dire que l'Institut est basé sur le campus de l'hôpital Necker, et au même endroit, on va avoir les chercheurs et les médecins. Et nous avons voulu, par cette position-là, développer des outils qui allaient pouvoir être utilisés par les médecins pour accélérer la réutilisation des données produites par les médecins dans le cadre de la recherche et dans le cadre du soin. C'est-à-dire comment favoriser l'accès à cette mémoire collective qui sont les données hospitalières pour pouvoir faire de la recherche et du soin. La donnée hospitalière, c'est quoi? C'est les comptes rendus d'hospitalisation, de consultation, d'imagerie, c'est les résultats biologiques, c'est de l'imagerie, enfin bref, c'est extrêmement large, c'est extrêmement cloisonné dans un hôpital, très hétérogène. Et donc, rien que les réutiliser, c'est déjà un challenge. Et donc, notre premier objectif, c'était de proposer un outil qui permettait déjà de tout réunir au même endroit, quel que soit leur format et leur structure. Et quand on sait, il y a plusieurs publications qui montrent ça, que la plupart des informations nouvelles sont dans le texte libre. Donc finalement, c'était pas le bon diapo, c'est pas grave. C'était celle d'après. Toujours pas. La diapo, je crois que ça s'appelle données hospitalières et intelligence artificielle. Oui. Je dis ça pour la régie. Donc, l'idée, c'est qu'il faut absolument pouvoir exploiter le texte libre pour pouvoir extraire des données. L'année dernière, dans le cadre du Covid, on a fait un papier, justement, on montrait que anosmie et agueusie n'existaient pas dans les données structurées, et on les trouvait uniquement dans le texte libre. Donc, il fallait pouvoir exploiter ce texte libre, les comptes rendus, pour pouvoir trouver des nouvelles informations. Donc, exploiter le texte libre, ça veut dire faire de l'intelligence artificielle, qu'on appelle le traitement automatique du langage, en français dans le cas, pour pouvoir accélérer la réutilisation de ces données. Alors, on a développé des méthodes qui permettent notamment de prendre en compte les négations, ce qui paraît complètement débile, mais quand dans un compte-rendu, il y a marqué « le patient n'a pas de diabète », il faut absolument que diabète soit considéré comme une négation et pas comme une affirmation. Pareil pour les antécédents familiaux, qui sont extrêmement nombreux dans les comptes rendus de pédiatrie sur des maladies rares. Donc le cousin a une maladie de Crohn, par exemple, il faut pouvoir l'associer. Et on a fait aussi tout un travail d'extraction automatique d'informations depuis le texte libre. C'est-à-dire qu'on est capable d'extraire automatiquement tous les symptômes des patients et les diagnostics. Donc diabète, maladie de Crohn, épilepsie, fièvre, diarrhée, enfin tous les termes, voilà, c'est ici. Donc je vais passer les diapos. Donc juste tout ça, tout ce projet en fait est regroupé sous le terme de Fast for Kids à Imagine,
qui est vraiment sur la notion d'intelligence artificielle pour l'accès aux données. Alors, je passe ça vite fait. Et donc, on a 3 cas d'usage autour de l'entrepôt de données. Le premier, c'est avoir un moteur de recherche ultra performant qui va permettre aux médecins d'aller retrouver des informations rapidement. Le deuxième, c'est pouvoir faire de l'extraction d'informations et détecter de nouvelles hypothèses. Et le dernier, qui est un peu le Graal, qui a été présenté par Cécile dans Sonio, c'est pouvoir faire de l'aide au diagnostic et réduire l'errance diagnostique. Alors, j'ai déjà expliqué qu'on faisait du traitement du langage, donc je passe cette partie-là sur l'extraction des phénotypes. Donc, le premier cas d'usage, c'est le moteur de recherche multimodal. Donc, l'idée, c'est de pouvoir interroger n'importe quel type de données, structurées et textuelles. Et là, l'usage est extrêmement fort dans les hôpitaux pour inclure les patients dans des essais cliniques. On va pouvoir requêter plein de sources différentes et ça va être extrêmement puissant pour les essais cliniques et les études cliniques. Mais ça va être puissant aussi quand un médecin a un patient extrêmement compliqué face à lui, pour lequel il doit faire une greffe rénale, par exemple, insuffisance rénale terminale, on doit faire une greffe, mais ce patient, il a en plus un lupus ou un syndrome de Rett ou je ne sais pas quelle autre pathologie extrêmement compliquée. Il va pouvoir fouiller cette mémoire collective pour essayer de retrouver des patients qui avaient les mêmes profils, quel traitement ils ont eu s'il y a eu une greffe de rein, et pouvoir regarder ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et ce qui est fait en général dans les réunions de concertation pluridisciplinaires, sauf que là, on va pouvoir utiliser cet outil-là pendant ces réunions pour pouvoir accompagner les médecins dans leur fouille de cette mémoire collective et individuelle. On va pouvoir aussi actionner cette intelligence artificielle pour faire ce qu'on appelle du phénotypage automatisé. Donc, tout à l'heure, j'expliquais qu'on allait pouvoir extraire automatiquement à partir du texte libre tous les symptômes. Et donc là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est à partir d'une requête dans l'entrepôt, dire voilà, donne-moi tous les patients qui ont un syndrome de Rett ou un problème sur le pathway du DOC8, qui est un gène. Il va extraire automatiquement tous les patients et il va extraire sur ces patients-là tous les symptômes depuis les comptes rendus. Et on va pouvoir avoir une description automatisée d'une population avec des faux positifs, des faux négatifs. Donc on sait très bien que ce n'est pas à prendre au pied de la lettre, mais ça va permettre de trouver des nouvelles indications et de nouvelles pistes en fait, de réflexion pour les chercheurs et les médecins. Et donc on a des travaux qui ont été publiés à partir de là, notamment sur la maladie de Dravet, où il y a un chercheur à Necker qui s'appelle Tommaso Lobarco, qui a essayé de trouver des signes précoces entre 0 et 2 ans des patients qui avaient cette maladie pour voir si on peut les diagnostiquer le plus tôt possible pour être dans la fenêtre thérapeutique qui fonctionne. Et on a des projets de recherche aujourd'hui sur les ciliopathies, de la même manière, pour essayer de diagnostiquer les patients le plus précocement possible avant qu'ils fassent une insuffisance rénale terminale. Et donc ça, c'est intégré dans l'entrepôt de données et on va pouvoir proposer aux médecins d'utiliser ces outils-là. Et le dernier outil, c'est vraiment l'idée de faire de l'aide au diagnostic ou en tout cas la proposition de patients qui seraient éligibles pour un test génétique en utilisant des méthodes de similarité. Donc l'idée, c'est de dire, voilà, j'ai un nouveau patient avec une nouvelle maladie génétique qui vient d'être diagnostiquée. C'est une maladie qui est décrite nulle part, c'est un nouveau gène qui est découvert. Et la première question qui se pose, c'est depuis 20 ans, combien de patients sont venus à l'hôpital et n'ont pas été diagnostiqués. Et donc ce qu'on va utiliser, c'est la similarité phénotypique, ou la similarité des symptômes entre les patients, entre le patient malade et tous les patients qui sont venus dans l'hôpital, et regarder quels sont les patients les plus similaires. Et on va se dire, parmi ces patients similaires, il y aura des patients qui auront peut-être le même diagnostic, ou peut-être un autre diagnostic, mais qui peut donner aussi des indications. On sait que les diagnostics différentiels peuvent donner aussi des pistes de réflexion au niveau de la recherche, au niveau de la recherche en génétique notamment. Et donc, on a publié ce travail dans le journal of Biomedical Informatics où on a montré qu'on réussissait effectivement à retrouver des patients avec la même maladie. Et il y a un travail récent, là, en janvier 2021, fait par le service de neurologie pédiatrique, qui a publié dans une revue de Nature qui s'appelle Genetics in Medicine, où ils ont montré qu'ils avaient, à partir de ce calcul de similarité basé sur les comptes rendus des patients, ils ont pu diagnostiquer des patients mutés sur le gène KCNA2, qui est une mutation extrêmement rare. Donc pour conclure, l'idée c'était de faire un entrepôt de données hospitalier, donc qui reste dans l'hôpital, où l'hôpital reste maître de ces données, elles ne sortent pas, et qui va permettre aux médecins d'accélérer la réutilisation de ces données pour le soin et pour la recherche. Donc on fait péter les cloisons entre les deux, dans l'objectif ultime de réduire l'errance diagnostique des patients dans l'hôpital. Voilà pour moi. Merci beaucoup, Nicolas, pour cette présentation très claire.
Notre dernier intervenant aujourd'hui travaille également à l'hôpital Necker. Il est chirurgien maxillofacial. Quentin Enoch, vous êtes également doctorant en bioinformatique. Vous avez un travail de thèse que vous réalisez entre l'Institut Imagine et également le service de chirurgie maxillofaciale à l'hôpital Necker. Et l'objectif de ce travail de thèse, c'est d'améliorer le diagnostic des médecins en dysmorphologie en utilisant des techniques d'intelligence artificielle. Oui, bonjour à tous, merci à vous pour cette introduction. Oui, effectivement, donc, moi je travaille dans le laboratoire de Nicolas Garcelon qu'on a entendu juste avant, et du professeur Hossein Konsari, qui est professeur dans le service de chirurgie maxillofaciale, et je fais ma thèse sur l'analyse d'images, en fait, sur des photographies 2D du service. Voilà, alors ça c'est juste pour une petite diapo pour vous rappeler un petit peu les applications de l'intelligence artificielle qu'on peut retrouver en fait sur de la photographie. Et ça c'est un article d'Esteva qui a été sorti sur des lésions dermatologiques pour faire en fait du diagnostic automatique entre des lésions malignes et des lésions bénignes cutanées. Avec des bons résultats qui étaient meilleurs que les résultats des dermatologues. L'idée, c'est d'appliquer ici ces méthodes à notre base de données, donc, qui est faite de photographies 2D d'enfants qui viennent en consultation dans le service de chirurgie maxillofaciale en fait, depuis des années. On a une photographe professionnelle dans le service qui prend tous les enfants en photo depuis des années et qui sont stockés dans des dossiers sur un ordinateur, dossiers sécurisés bien sûr. Et en fait, ces données, finalement, elles ne servent pas à grand-chose, à part parfois pour des étudiants ou dans des staffs entre nous. Et finalement, c'est un gros volume de données qui pourrait être utilisé justement pour de l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est un exemple de 4 patients qui ne sont pas issus de la base, mais qui sont issus de photos publiques. Et qui, en fait, sont des enfants qui sont atteints d'un syndrome de Treacher-Collins à des âges un petit peu différents, avec une dysmorphie faciale caractéristique qui est bien connue des généticiens. Les objectifs de mon projet, en fait, c'est premièrement de diagnostiquer un syndrome particulier grâce à une photo, mais c'est finalement pas l'objectif le plus important pour nous. En fait, ça va être le deuxième objectif qui va être de comprendre en fait, ce qui a amené au diagnostic de tel ou tel syndrome. Le troisième objectif, ça va être de créer pour chaque pathologie, pour chaque ethnie et chaque âge, en fait, une sorte de visage moyen de la pathologie. Et enfin, le quatrième objectif, ça va être au sein d'un même syndrome qui n'est pas forcément très bien défini génétiquement, de pouvoir quantifier des différences phénotypiques, c'est-à-dire au niveau de la dysmorphie. Alors ça, c'est ce qui en fait, c'est quelque chose qui existe déjà. C'est un outil qui s'appelle Face2Gene, qui en fait fait du diagnostic automatique sur des photographies, mais utilise une méthode qui est assez différente de la nôtre. En fait, on va analyser chaque pixel de la photo et on va incorporer tout ça dans un algorithme de deep learning et ça va nous sortir une probabilité de tel ou tel diagnostic. Nous, l'idée, c'est qu'on voudrait faire quelque chose d'un petit peu différent, c'est-à-dire qu'on voudrait s'affranchir de cet effet boîte noire qui est bien connu du deep learning pour essayer de savoir ce qui a mené au diagnostic et comprendre exactement la déformation de tel ou tel syndrome. Donc pour ça, un outil qui est très utile, c'est le placement de landmarks. Les landmarks, c'est des points qu'on va placer sur des zones anatomiques très précises au niveau du visage. Et pour placer ces points, il va falloir utiliser des algorithmes. Donc il y a des algorithmes qui existent déjà, mais qui sont entraînés, comme vous pouvez le voir sur ces photos, sur des adultes, et sur des adultes qui n'ont pas de dysmorphie faciale. Donc quand on l'applique à nos enfants, sur l'enfant de gauche qui est finalement assez âgé, ça marche plutôt bien, mais les landmarks en fait, au niveau des yeux et de la déformation typique vont pas être bien placés. Et sur l'enfant de droite qui est beaucoup plus jeune, là ça fonctionne pas du tout. Donc il va falloir utiliser des modèles de deep learning pour pouvoir améliorer ses performances. Et ça passe par une grosse phase d'annotation manuelle qui est très chronophage et donc on va pour chaque âge et pour chaque pathologie placer manuellement les landmarks pour pouvoir les incorporer dans notre base d'entraînement. Et on arrive à des beaux résultats comme ça. Une fois qu'on va avoir tous ces points sur tous nos visages, il va falloir qu'on normalise.
Comme c'est du 2D, on va avoir des photos plus ou moins zoomées ou plus ou moins avec tel angle de photographie. Et donc, on va devoir utiliser des techniques de transformation, de translation, qui s'appellent l'analyse procrustéenne. Donc ici, vous avez les 2 nuages de points. Donc à gauche, c'est nos enfants contrôle, en fait, qui n'ont pas de maladie génétique. Et à droite, c'est les enfants qui vont être atteints du syndrome de Treacher-Collins. Et on peut voir déjà sur les nuages de points apparaître la déformation caractéristique du syndrome en question avec l'orientation anti-mongoloïde des fentes palpébrales. Ici, c'est une autre représentation de la même chose finalement, avec les points bleus qui représentent nos patients contrôle, qui vont bien, et puis les vecteurs qui vont dans le sens de la déformation vers le syndrome de Treacher-Collins. Voilà, une fois qu'on a toutes ces coordonnées, on a de grands tableaux, en fait, puisqu'on a des coordonnées XY de chaque landmark pour tous les patients. Et ça va être, pour pouvoir l'analyser et l'incorporer dans un modèle, il va falloir réduire des dimensions. Donc on utilise des techniques qui vont permettre de finalement résumer la variabilité de toutes nos données en quelques paramètres. Et ça, on a des techniques qui sont assez connues comme la technique d'ACP ou d'autres techniques un peu plus récentes. Et on va pouvoir, en faisant varier chaque paramètre, capter la variabilité totale de notre base de données. Voilà, donc ça, c'est le premier paramètre, par exemple. Vous avez ici le deuxième paramètre. Voilà. Et une fois qu'on a réussi à résumer en fait, toutes nos données avec nos techniques de réduction de dimension, on va pouvoir faire des clusters. Et on va pouvoir regrouper des patients. Et certains patients qui vont être non diagnostiqués vont pouvoir être clusterisés avec d'autres patients qui ont un diagnostic bien précis. Voilà, ça c'est pour résumer. Donc on a notre nuage de points, on y applique des techniques de réduction de dimension, on l'incorpore dans un modèle, et là on va avoir incorporation aussi de nos métadonnées. Et c'est ça qui diffère un petit peu des outils qui utilisent le deep learning, c'est qu'on va y ajouter les données sur l'âge, sur le sexe, sur l'ethnie et sur le génotype de l'enfant. Voilà, pour enfin aboutir à des prédictions. Ça, c'est une autre façon de le représenter. Donc, on a une photo d'enfant avec nos métadonnées associées à cet enfant et on va pouvoir obtenir une probabilité du syndrome de Treacher-Collins. Ça, c'est une diapositive pour vous montrer qu'on ne travaille pas uniquement sur les photos de face. On s'est aussi intéressé au profil et aux oreilles externes parce qu'on a énormément d'informations sur ces zones aussi. Et donc, on est en train de mettre en place des outils d'annotation automatique de ces zones. Voilà. Ça, c'est pour vous expliquer un petit peu, en fait, concrètement, quel type de projet on va pouvoir mener. Donc, ces 2 enfants sont atteints d'un syndrome de Treacher-Collins, mais ils vont avoir un génotype qui est différent. À droite, vous avez le gène TCOF1 qui est muté, c'est le gène le plus fréquemment muté dans cette pathologie. Et à gauche, vous avez le gène polaire 1D, qui est un gène beaucoup plus rare. Et certains généticiens ont l'impression que les patients avec un gène polaire 1D muté auraient une dysmorphie moins grave en fait, que les patients avec TCOF1. L'idée, grâce en fait, à nos techniques, on va pouvoir quantifier cela et pas juste rester sur une impression visuelle. Ça, c'est un autre exemple de problématique entre 2 syndromes, le syndrome de Pfeiffer et le syndrome de Crouzon, qui sont eux-mêmes considérés comme le même syndrome dans des pays comme le Royaume-Uni, mais qui sont séparés en France. Donc c'est un peu un éternel débat en chirurgie crânio-faciale. Grâce à ces techniques de quantification de dysmorphie, on va pouvoir voir s'il y a vraiment une différence entre nos 2 syndromes. Et enfin, un dernier exemple de dysmorphologie appliquée à l'oreille externe. Ici, c'est des patients qui vont être atteints d'un syndrome de Guyon-Lmeida, qui est une pathologie assez rare, avec très peu de patients à l'hôpital Necker. Pareil, les généticiens ont l'impression de voir une différence, en fait, une malformation au niveau de l'oreille externe. Grâce à nos techniques, on va pouvoir quantifier cette malformation. Voilà, je vous remercie. Bien, merci Quentin et merci à tous les 4 pour ces illustrations et ces présentations de solutions qui sont très claires, pratiques, innovantes et qui sont source de beaucoup d'espoir, notamment pour la lutte, on va dire, contre la lutte contre l'errance diagnostique. Je vous invite maintenant à passer à une session un peu table ronde. Alors, je rappelle aux gens qui nous regardent que si vous souhaitez poser des questions, vous pouvez le faire via le chat de l'application. Alors, la thématique, on a vu beaucoup d'espoir. Toujours est-il qu'il y a encore un certain nombre de freins persistants pour passer de cette recherche en intelligence artificielle appliquée à la santé à
un déploiement, on a beaucoup parlé de déploiement à une plus grande échelle, de manière à ce que ces solutions, vos solutions, soient utilisables par tous. Alors, quels sont les freins persistants? Quelles sont les opportunités futures? Cécile, vous voulez commencer? Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc, je pense qu'il y a différentes natures, évidemment. Je l'ai cité dans un premier temps. Je pense qu'il y a encore c'est des opportunités, mais c'est quand même, ça reste des freins, c'est les aspects réglementaires. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un frein au sens où ça prend du temps. Donc, je suis d'accord avec Nesrine que c'est absolument obligatoire et indispensable et que ça permet de faire tout ça de manière très professionnelle. Pour autant, voilà, il faut quand même s'outiller, s'équiper. Moi, par exemple, je connaissais absolument rien au sujet au moment où j'ai rejoint Sonio, et il faut savoir naviguer dans un panorama qui est quand même assez complexe, et donc s'entourer des bons experts. C'est toujours pareil, hein, et ensuite, il faut réussir effectivement à créer cette confiance, à rassurer sur la sécurité des données, à la fois dans les directions informatiques des hôpitaux, à la fois les praticiens eux-mêmes, le côté aussi, un côté culturel aussi, je trouve, qui pour moi il est un peu la deuxième barrière, qui est pas du tout réglementaire, mais qui est un enjeu plutôt là de perception de l'aspect entreprise. Alors moi, c'est quelque chose, moi je viens de ce milieu-là, donc contrairement à vous, et c'est vrai que quand on arrive et qu'on dit on va monter une entreprise justement pour réussir à atteindre cette échelle internationale, parce que moi, venant du conseil en stratégie de BPI France, moi je sais qu'il faut beaucoup de capitaux pour réussir à faire ça, et donc ça me semblait évident et naturel de monter une entreprise et d'aller chercher un modèle économique. Et donc, quelque part, non, ce n'est pas grave, c'est même plutôt une opportunité d'avoir un modèle économique. Mais il faut l'expliquer aux médecins qui ne sont pas toujours sensibilisés à ça et qui nous voient un petit peu comme le diable qui vient piller de la donnée. Et, voilà. Et donc, c'est pour ça qu'il faut toujours se rattacher à ce qu'on veut faire, et c'est pour ça que j'insistais beaucoup sur l'impact qu'on veut avoir auprès des patients. Parce que c'est ça qu'il faut qu'on communique auprès des médecins. Et pour moi, le troisième sujet que j'ai un peu évoqué aussi, c'est ces histoires d'interfaçage de logiciels. Il y a quand même encore trop peu de standards. Donc, tu as parlé de HL7, et c'est très bien. Donc, il y a DICOM, il y a HL7, il y a plein de standards qui se mettent en place. Et le dossier médical informatique arrive. Voilà, donc, ça arrive. Mais voilà, notre sujet à tous, hein, et je pense qu'on l'a tous les trois dit, c'est que si on veut faire une analyse croisée de données d'historique médical, de données génétiques, de données phénotypiques, de données d'imagerie, il faut bien qu'il y ait un entrepôt commun et qu'on puisse créer des passerelles. Donc ça s'appelle des API. Normalement, ça devrait être possible. Mais ça reste encore le combat. Et donc, pour qu'un médecin, entre guillemets, perde du temps à utiliser une solution, soit il faut la rendre tout de suite parfaitement productiviste, créatrice de gains de temps. Mais dans ce cas-là, on ne se concentre pas sur la clinique. Donc, c'est dommage. Soit, on crée des partenariats pour s'intégrer, et on s'appuie sur des standards ou sur des sociétés qui se fondent sur la capacité à intégrer et à interfacer. Donc, moi, comme je suis plus près du marché, je vois ça comme un très, très gros sujet pour nous. Voilà, ça fait partie des sujets qu'il faut absolument traiter, parce que dans d'autres pays, les États-Unis, l'Angleterre, il y a plus de choses qui existent. C'est un peu plus simple, le Canada. Et donc, du coup, comme il y a moins de il y a un standard et il y a moins d'options, c'est plus simple de s'intégrer et d'apporter la solution au marché. D'accord. Juste par rapport à ce que vous avez dit, parce que finalement, les données, Nesrine, tu as parlé de la rumeur noire. Ouais. Il y a aussi le fait que des données de patients, le travail du médecin derrière qui collecte, voilà, on peut se demander à qui appartiennent les données. Sur le problème culturel, finalement, elles sont à qui ces données? Quand on sait que derrière, ça va donner, entre guillemets, un produit. C'est peut-être aussi la question qui est posée. Oui. Oui. En France, on n'a jamais statué. On n'a jamais statué à qui appartenaient les données. Elle appartient à personne, donc techniquement, elle appartient à tout le monde. Voilà. Donc, et c'est vrai que c'est un vrai sujet. Ce que dit Cécile, c'est... En fait, il y a une errance juridique, hein, déjà. Voilà, je peux reprendre le terme. Et puis, il y a une méconnaissance aussi de toutes ces étapes-là pour arriver vraiment à un produit. C'est pas magique. Donc, c'est vrai qu'on retient les belles histoires à la fin. Le produit a marché. Alors, la société a levé je ne sais combien de millions de fonds, donc on va retenir ça dans la tête, mais en fait, il y a vraiment une vraie galère avant pour accéder aux données en France. Aux États-Unis, vous mettez moins de 3 mois. En France, au mieux, c'est 6 mois, mais en moyenne, c'est plutôt 12, voire plus.
Et souvent, ce qui bloque, alors il y a parfois une méconnaissance, en tout cas une non-maîtrise des sujets réglementaires, qui fait que c'est tout de suite positionné comme un frein, et puis ça traîne. Et le deuxième sujet, c'est effectivement, moi je vais vous donner mes données pour utiliser l'algorithme, pour entraîner l'algorithme, qu'est-ce que j'ai en retour? C'est un peu parfois les positionnements aussi des établissements et des professionnels. Et c'est vrai qu'en tant qu'entreprise, on ne s'attend pas tout de suite, hein, voilà, ça commence à être commun, à dire, voilà, je vais... ça ne se vend pas des données, hein, c'est personnel, c'est puni par le code pénal en France. Donc c'est une mise à disposition avec en face un partenariat scientifique qui se déploie derrière potentiellement par des revenus sur les produits générés par le logiciel. Et donc aujourd'hui c'est un peu ce type de modèle économique qui essaie de se construire, mais les entreprises l'ont peut-être compris vite, les établissements moins vite. Et ce qui fait que c'est vrai que le patient, c'est pour ça que moi je parlais de l'information, à minima, ça ne se monétise pas ces données. Donc à minima d'apporter ce respect-là, au-delà du respect réglementaire, son respect lui-même, de l'informer, de lui dire voilà ce qu'on fait de tes données. Et éventuellement, demain, si tu t'opposes, on arrête d'utiliser tes données. Donc, on n'a pas ça. Aux États-Unis, on peut partager ses données, on paie son assurance moins cher. Voilà. Donc, il y a des positionnements dans d'autres pays qui sont différents. Est-ce que c'est bien aussi d'aller vers ça? Parce que ça serait un peu de l'aliénation aussi. Pourquoi le patient qui monétise ses données? C'est un vrai sujet. C'est pas le but de la table ronde, mais on peut se dire que ça va devenir un bien de luxe, hein, et que ceux qui ont suffisamment d'argent n'ont pas à faire ça, puis ceux qui n'en ont pas vont le faire. Donc c'est pas bon non plus, ce terrain-là. Donc on est dans deux extrême, et je pense qu'il faut essayer d'avoir quand même un minimum, un juste milieu, pour qu'on arrive à développer quand même des innovations dans un temps court, parce que 6 mois, 1 an pour une start-up, elle a le temps de mourir 3 fois. La question scientifique, elle a le temps d'évoluer aussi 3 fois. Et en même temps, faire comprendre à nos professionnels qu'ils ont tout intérêt à y participer. Donc là-dessus, Nesrine, vous avez dit tout à l'heure que les Américains, les Japonais nous envissaient avec le GDPR. Cécile a l'air de dire qu'aux États-Unis, au Canada, ça va plus vite. L'interopérabilité est plus rapide. Oui. On a un problème d'interopérabilité en France qu'on avait vu avec les BMDMR au départ. Oui. C'est de pouvoir que tout se connecte, qu'on ne fasse pas qu'un soit le même travail. Parce qu'il faut voir aussi la charge dans les centres hospitaliers, et on le voit dans les maladies rares. On a déposé dans une première base, on rentre dans une deuxième, à minuit, on fait la troisième base. Donc c'est pas possible. Mais c'est vraiment pour ça, je pense, que l'idée de pouvoir réutiliser les données hospitalières pour alimenter des bases de données comme ça, c'est vraiment la clé. Et je pense que le texte libre, surtout dans un contexte maladie rare, donc ce qui nous intéresse aujourd'hui, cocher des cases, c'est faire des choix, et généralement on va coder que ce qu'on connaît. Donc si je cherche le code du fait que le bébé n'a pas de larmes quand il pleure, je vais jamais le mettre, alors que je peux l'écrire. Et ça, l'écrire, je sais le faire. Et donc il faut absolument qu'on puisse améliorer les outils de traitement du langage pour pouvoir exploiter ces données-là. Je pense que ça va être la force. Ensuite, c'est vrai que c'est un vrai problème pour les startups qui développent des outils d'intelligence artificielle, c'est quand ils réussissent à avoir un contrat dans un hôpital, et quand ils voient le système d'information hospitalier et la complexité pour pouvoir attaquer les données, ils ont envie de pleurer et de fermer la porte. Et donc là, proposer pareil des plateformes, des entrepôts de données qui permettent déjà de colliger tout, de pouvoir les rendre accessibles via des API ou autres, déjà ça va être un accélérateur énorme pour toutes les startups de l'intelligence artificielle sur la donnée de santé. Et donc ça, c'est des choses pareilles sur lesquelles il faut absolument développer. Et je pense que c'est un truc que le gouvernement actuel a bien compris, et je pense qu'ils vont aller sur cette notion d'entrepôt de données intra-hospitalier dans les hôpitaux. Par rapport au Canada, expérience récente, ils sont très peu informatisés en fait dans les hôpitaux, et ils ont beaucoup de papier. Et c'est un enfer. Alors c'est en train de changer, mais c'est le tout début. Donc on est en avance sur eux par rapport à ça au niveau, en tout cas, du Québec. Ouais, à Québec. Donc on n'est pas si en retard sur ce côté-là. Mais bon, ça dépend de quoi. Enfin, je pense que typiquement ils ont tous le même tu vois, RIS et PAX, enfin dans ce qui nous intéresse nous. Sur la partie PAX, c'est encore différent. Ça dépend de quoi on parle. Oui, sur le PAX. Et pour la sécurité du produit, en parlant des maladies rares, on a une errance de 6-7 ans. Donc ça veut dire que pendant ce temps-là, les données ne sont pas recueillies. Alors on va les faire quand le diagnostic est posé de manière a posteriori. Si, Et donc,
Des questions ne sont pas posées parce qu'on ne serait pas en errance. C'est-à-dire qu'à un moment, on voit que le dossier clinique n'est pas suffisamment étoffé, ou des questions ne sont pas posées. Je pense que c'est je pense que les données sont... ça reste à voir. Je me demande si les données présentes dans le dossier ne suffiraient pas à faire le diagnostic si la personne était vue par le bon spécialiste. Alors oui, mais c'est le problème de l'errance, justement. Oui. C'est qu'on n'est pas vu forcément... Donc, Et- je pense que les données, du texte je suis sûr Exactement. qu'on peut déjà réduire l'errance avec les données existantes. Je pense qu'on pourrait permettrait déjà repêcher de des patients. raccourcir Ouais, déjà, je pense qu'on rien peut qu'avec les repêcher les données, même patients. si c'est... Voilà. Parce Exactement. qu'on a évidemment la peur de perte de données. Je pense que Et même il y a une perte de temps, donc il y a une perte de données. Je pense que obligatoirement. même de savoir que tel patient était hospitalisé tant de fois en orthopédie entre tel âge et tel âge, il y aurait peut-être une ostéogenèse imparfaite à l'explorer. Enfin, Et voilà, oui. donc voilà. Et pour compléter, on peut aussi justement proposer des outils comme nous on le fait avec Sonio qui permettent justement de structurer la donnée pour le coup. C'est-à-dire que nous, ce qu'on fait, c'est à partir d'une anomalie, donc une fente palatine, justement une dysmorphie, quelle que soit l'anomalie, on dit va bien vérifier toutes les autres anomalies partout sur toute l'anatomie du fœtus et c'est en fonction du phénotype qu'on va trouver qu'on va pouvoir diagnostiquer. Mais nous, quelque part, on force le médecin à rentrer dans une terminologie qu'on a matchée HPO, enfin pour avoir des bases de données justement internationales. Et donc, on le force, quelque part, à rendre son compte-rendu beaucoup plus structuré et donc requêtable. Et donc, c'est ça aussi, je pense qu'entre la lecture naturelle, comme tu disais, la lecture automatisée du langage naturel et des outils qui vont rentrer dans l'usage quotidien des médecins, qui vont eux-mêmes être capables de générer de la donnée structurée, on va forcément faire des progrès. Et c'est sans doute au carrefour des deux qu'on va être. Alors, si on parle de frein, il y a un frein majeur, je trouve, qu'on a, c'est justement la mise à disposition de thésaurus francophones. Aujourd'hui, par exemple, HPO, qui est le Human Phenotype Ontology, qui est le thésaurus un peu officiel dans le cadre des maladies rares, il n'existe pas en français. C'est vrai qu'on fait de la traduction. Donc il est en train d'être traduit par Orphanet. Il faudra qu'on demande à Nara où ils en sont. On va bien avoir Anna avec nous. Non, mais dans les activités consommatrices de temps, et tu l'as dit aussi un peu Quentin, il y a la notation. On passe beaucoup de temps à noter, on passe du temps à traduire. Enfin, en fait, on fait beaucoup de tâches qui sont quand même à faible valeur ajoutée initialement, et en fait qui derrière créent la valeur. Mais il faut le porter sous le Sur l'activité de Quentin, il y a également aussi l'errance de la donnée. Parce que Hanecker, il a la chance d'avoir ce photographe professionnel, mais dans les autres structures en France, est-ce qu'ils ont des photos? Est-ce qu'au final, il y a suffisamment de données, d'imagerie, de photographies d'enfants pour pouvoir réaliser ces diagnostics ou pour exploiter ces données? Souvent, en fait, dans les autres centres, finalement, c'est les photos, elles sont prises par l'appareil photo du praticien et stockées dans une base de données personnelle. Forcément, elles sont un petit peu de moins bonne qualité parce qu'on n'a pas le fond du photographe avec les appareils du photographe. L'idée, c'est d'entraîner en fait des algorithmes qui vont être assez performants sur des photos de qualité pour pouvoir les appliquer en fait à des photos de moins bonne qualité. C'est un peu ça l'idée. D'accord. Un des éléments dont on n'a pas parlé, je pense aussi, un des freins typiques des maladies rares, c'est le nombre. Ouais. Et ça, je pense qu'on va le lever avec les approches fédérées. Donc l'idée, Qu'est-ce c'est que que vous entendez maintenant... par approche fédérée? Donc c'est vraiment pouvoir faire appliquer des méthodes d'apprentissage sur des bases qui sont dans différents hôpitaux, différents centres, voilà, même au niveau européen. Et donc l'algorithme va être capable d'apprendre dans ces différents endroits sans faire sortir les données, donc en respectant les règles, voilà, les aspects réglementaires, et ensuite de pouvoir avoir un outil final qui aura appris sur plein de bases différentes et qui pourra fonctionner tout seul. Donc, Et est-ce qu'on peut rêver, pour finir, on est à 7000 maladies rares. Donc, voilà. Donc, finalement, on est très nombreux. pour l'instant, il y en aura peut-être Voilà. plus encore. Peut-être plus, parce qu'évidemment, la nosologie il va évoluer, mais est-ce qu'ils vont... Comme il y a beaucoup de données, vous faites des recherches par rapport à des données biblio qui sont énormes. La base de données, je crois qu'on en parle après, c'est absolument colossal. Est-ce qu'à un moment... on voit qu'il y a un énorme travail de fourmi à la base, avant de pouvoir créer ces algorithmes. Mais se dire que si on faisait un énorme travail, on aurait, chez le médecin généraliste, une application qui, en fonction, on rentre les symptômes, il peut donner cette culture du doute. Et si ce n'était pas une maladie rare? Est-ce que vous pensez que ça peut être réalisable? Il faut en C'est parler. énorme. C'est juste dans la session d'après. Oui, mais justement, je dois introduire, mais mais c'est- faire le lien entre alors, les deux, alors, parce que c'est c'est un vraiment peu- la question qu'on peut se poser, nous, de manière peut-être très naïve. Non, mais c'est bien sûr, mais je pense que nous, c'est un peu ça qu'on fait. Sauf que nous, c'est appliqué à la grossesse. Voilà. Mais c'est ça. Et donc, nous, il y a le diagnosticien, celui qui va poser le diagnostic, qui utilise ça. Après, il y a la question du dépisteur. Qu'est-ce que lui doit vérifier pour pas créer de faux positifs non plus. Et en fait. Il faut poser la bonne question. Non, mais la question, c'est ça. C'est comment est-ce que tu arrives à poser les bonnes questions c'est un symptôme checker, effectivement. Ouais. C'est qu'est-ce que tu dois aller vérifier pour aller dire. Et c'est vrai que parfois, nous, on se retrouve sur des associations d'anomalies.
et on se dit mince, mais c'est quoi ce truc-là? On a regardé dans toute notre base de données, il n'y a aucune maladie qu'on connaît qui a l'air d'avoir ce phénotype-là. Moi, qu'est-ce que c'est? Donc du coup, c'est pour ça qu'on va aller chercher de la génétique maintenant, parce qu'on se dit peut-être que du coup, est-ce que c'est un nouveau syndrome non étiqueté qu'on a identifié? Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on le conserve et qu'on se dise ok, demain on va le croiser avec d'autres types de data et peut-être qu'on aura une nouvelle information. Merci. En fait, Pardon, vas-y. Juste, on a 2 questions de l'audience. La première de Loïc, pour je pense Nesrine. Est-ce qu'il est possible, avec le nouveau règlement du dispositif médical, en fait, de développer un outil, une solution marquée CE avec une validation clinique uniquement sur des données rétrospectives? Ou est-ce qu'il faut réaliser une étude prospective? Pour le règlement européen par rapport aux dispositifs médicaux, pas par rapport aux données. Écoutez, je pense que le marquage CE, alors je n'ai pas envie de dénigrer, mais c'est une certification pour pouvoir ensuite mettre sur le marché son produit. Pour moi, ce qui vaut, c'est quand même l'évaluation clinique. Si l'évaluation clinique sur les données rétrospectives, vous ne pouvez pas avoir de données prospectives, arrive à donner une performance, j'entendais 96%, 99%, c'est ça la force, c'est la force scientifique. Après, aujourd'hui, avec le nouveau règlement sur les dispositifs médicaux, donc le MDR, le Medical Device Regulation, il y a des niveaux aujourd'hui de dispositifs médicaux, des classes qui sont nouvelles, où on peut se positionner justement avec les exigences en face de ces classes-là par rapport aux produits qu'on fournit pour juger de l'efficacité de l'évaluation clinique. Mais là, il n'y a pas a priori, à ma connaissance, de blocage autre là-dessus. Merci Nesrine. Dernière question d'Aurélie. Le projet du développement du DMP inclut-il des notions d'interopérabilité et de possibilité en fait, pour le patient de donner accès à ces données pour l'utilisation en recherche ou pour améliorer le diagnostic? Qui souhaite s'y pencher en 10 secondes? C'est Nicolas, l'ENS, c'est l'ENS en fait. Ouais, mais je ne sais pas. C'est l'espace numérique que je peux répondre, pas trop, mais... L'espace numérique 2021. Voilà, c'est l'espace numérique de santé, l'ENS, qui, en termes de terminologie marketing, va un peu quand même remplacer le DMP, qu'on a pas connu depuis 15 ans. Oui, alors il est prévu déjà dans une première étape que les patients puissent connaître de l'existence de leur compte qui sera créé entre, je crois, janvier et mars, pouvoir au moins récupérer des données. Donc il faut qu'ils soient alimentés par les établissements et les professionnels de ville. Donc ça, c'est première force à faire. Et puis, dans un second temps, pourquoi pas? Je pense qu'un lien est prévu entre l'ENS et le Health Data Hub. Donc, j'irai pas plus loin. Bon, merci à tous. Merci à tous pour vos interventions. On se retrouve dans 1 minute. Il y a un court jingle et 3 nouveaux intervenants pour terminer cette table ronde numéro 9 de RAR. Merci à toutes et tous. À tout de suite. Merci.